Merci d'être là ce matin, si tôt. Donc nous discutons aujourd'hui d'un sujet clé pour la révolution numérique que nous vivons de nos jours. Donc c'est ce sujet de l'identité numérique. L'identité numérique est un enjeu de développement économique, c'est un enjeu aussi de modernisation de l'État, et c'est surtout un enjeu de société et de démocratie à part entière. Pour travailler sur l'identité numérique, il faut partir des besoins. Pourquoi ? Parce que les besoins s'imposent, les besoins ne nous attendent pas, les besoins sont là, et on commence à voir des réponses, des solutions qui émergent, qui ne sont pas satisfaisantes ou qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, par exemple, la multiplication du besoin d'identifiants, de passwords pour naviguer en ligne, le fait que les géants du net commencent à se positionner sur ce marché avec des défis en termes de souveraineté, de sécurité des données personnelles. On n'a pas besoin de reciter les différents scandales de leaks de données personnelles qui ont eu lieu. Donc je crois que ce sujet, nous devons d'abord identifier les besoins et avoir une réponse à la hauteur. Donc ces besoins, quels sont-ils ? Nous avons des besoins dans le secteur de la numérisation des services publics, donc avec en France cette promesse d'aller vers la numérisation absolue des services publics en 2022. Donc quels sont ces services publics ? On pense en général aux impôts, aux allocations, mais nous avons aussi d'autres types de services, par exemple dans l'éducation, où on se demande si on peut avoir une identité numérique pour gérer la vie scolaire entre les parents d'élèves, les professeurs, les enseignants. Nous avons par exemple des questions dans le secteur de la justice avec le lancement d'un portail qui s'appelle Portalis, où nous pourrons suivre les plaintes en ligne, les dossiers. Donc là aussi, nous avons besoin d'une identité en ligne. Dans le secteur de la santé, il y a des réflexions pour avoir des cartes vitalité, des cartes, c'est-à-dire sur le remboursement des soins en ligne aussi. Donc nous avons vraiment beaucoup de besoins liés aux services publics. Nous avons aussi des besoins dans le secteur privé. Donc bien sûr tout ce qui est lié au secteur bancaire, tout ce qui est lié aux échanges commerciaux en ligne, le e-commerce, mais aussi des questions liées par exemple à l'économie collaborative ou comment est-ce qu'on peut sur une plateforme mettre à disposition notre voiture, notre appartement, etc. Donc tous ces besoins sont là aujourd'hui et nous devons y répondre. Et nous avons finalement des besoins qui, personnellement, me tiennent à cœur, qui sont des besoins liés à la démocratie numérique. Et donc, c'est un sujet sur lequel nous discutons depuis plusieurs mois en France, avec la crise des Gilets jaunes, avec le grand débat national, et où nous avons eu des annonces assez ambitieuses ces dernières semaines, comme par exemple la baisse de la quantité de signatures nécessaires pour lancer un référendum. Il y avait encore ce matin Nicole Belloubet à la radio, je l'entendais il y a quelques minutes, qui s'exprimait là-dessus. Donc la réforme constitutionnelle qui approche va mettre en place beaucoup de nouveaux dispositifs de participation citoyenne, dont celui-ci, dont la création d'un conseil de la participation citoyenne, qui sera un CESE réformé, où il y aura des citoyens tirés au sort, il y aura des consultations qui vont se démultiplier. Nous aurons aussi beaucoup de démarches de participation au niveau local. Nous avons encore il y a quelques jours voté à l'Assemblée nationale la possibilité d'avoir des pétitions en ligne. Donc pour tout ce type, disons, de dispositifs, nous avons besoin de s'assurer qu'un citoyen égale un vote, pour que ces dispositifs ne soient pas manipulés, qu'on n'ait pas de doublons, qu'on n'ait pas de bots qui puissent venir manipuler les résultats, qu'on n'ait pas de lobby qui se mobilise pour, tirer d'un côté ou d'un autre ce type de résultats. Et c'est très important parce que nous voulons légitimer ces dispositifs, nous voulons vraiment que les résultats ne puissent pas être contestés et que on puisse avoir une égalité du scrutin et que ces résultats puissent être pris en compte dans des décisions politiques de façon efficace. Dans d'autres pays du monde, ça commence à se faire. On a par exemple en Espagne
des consultations qui se font sur une plateforme qui s'appelle Decidim, où l'identité numérique a été intégrée. Nous avons au Portugal des démarches de budget participatif, où on utilise l'identité numérique pour voter en ligne. Donc je crois vraiment que là-dessus, on a un grand chantier qui s'ouvre sur lequel nous pourrons avancer. Donc comme cela a été dit, il faut l'accepter. On est un peu en retard en France par rapport à d'autres pays européens. Je crois qu'on a 13 pays européens qui ont déjà avancé sur ce sujet. Mais le gouvernement est mobilisé. Donc il y a bien sûr une mission qui a été lancée, menée par Valérie Penaud, qui pourra exposer les résultats de ces travaux. Et nous avons une première brique intéressante en France, qui est ce service de France Connect. Donc France Connect, qui est un agrégateur d'identités existantes déjà, de l'assurance maladie, des impôts, de la poste, et sur lequel nous devrions brancher une authentification forte. Ce qui se passe avec France Connect, c'est que pour l'instant, nous n'avons que 10 millions d'utilisateurs. On peut être content d'avoir 10 millions d'utilisateurs quand même, mais cela reste encore une partie de la population française. Et nous avons surtout un défaut d'information et de connaissance de ce dispositif. Nous avons 60% des Français qui ne savent pas du tout ce que c'est France Connect et que 15% des Français qui savent exactement de quoi il s'agit. Donc il y a un enjeu vraiment d'explication, de communication, de pédagogie autour de ça. Comme ça a été dit aussi, la prochaine échéance sera ce changement des cartes d'identité menées par le ministère de l'Intérieur en 2021, où nous devrons saisir l'opportunité pour y intégrer des premiers dispositifs d'identité numérique. Donc, sur tous ces sujets, je crois qu'il y a aussi, en plus du dispositif et de la partie opérationnelle, de réfléchir à quelles sont les meilleures technologies à mettre en place, quels sont les meilleurs business models à mobiliser. Est-ce qu'il faut que ça soit complètement géré par l'État? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un opérateur unique qui s'en occupe? Est-ce qu'il faut que l'État vienne labelliser plusieurs alternatives, un peu comme ce qui se fait en Belgique? En plus de toutes ces réflexions un peu techniques sur le dispositif, nous avons un grand enjeu de confiance et de vraiment donner une légitimité, une crédibilité, une acceptabilité sociale à ce dispositif. Nous savons qu'en France, parfois, ce n'est pas évident. Et donc, nous devons nous mobiliser aussi au niveau social, au niveau politique. Donc là-dessus, par exemple, nous allons lancer à l'Assemblée nationale, à la Commission des lois, une mission d'information pour poser le cadre juridique légal nécessaire pour mettre en place ce dispositif. L'idée, c'est par exemple de réfléchir à comment est-ce qu'on intègre ce dispositif avec le RGPD, le règlement de la protection des données personnelles. Est-ce qu'il faut que les bases de données soient, étanches? Est-ce qu'il faut que, comme ça se passe par exemple en Estonie, les citoyens puissent suivre exactement qui a accès à quelles données et à quelle fin tout au long, de leur utilisation des services publics, avec une possibilité de contester, une possibilité d'avoir une portabilité des données. Tout ce cadre juridique, nous voulons y travailler à l'Assemblée nationale pour vraiment donner confiance aux citoyens. Nous avons aussi une question liée à la médiation numérique, à l'inclusion numérique. C'est aussi un sujet qui a beaucoup remonté pendant les Gilets jaunes, pendant le grand débat national. C'est cette idée de se dire on numérise de plus en plus les services publics, mais on a en face moins d'État, moins de services, un service plus déshumanisé. On ne peut jamais parler à quelqu'un en face de nous qui réponde à nos questions. Nous avons une grande fracture numérique, nous avons des populations qui sont laissées de côté de cette numérisation. Et donc, il faudra pouvoir former les agents à cette médiation numérique, à pouvoir expliquer ce nouveau dispositif, à pouvoir embarquer la plupart des citoyens, des utilisateurs là-dedans.
Donc il y a un service qui s'appelle Société numérique dans l'État qui commence à travailler là-dessus avec un plan d'inclusion numérique qui pourra être mobilisé, ces efforts pourront être mobilisés pour la pédagogie, la communication autour de l'identité numérique. Et puis nous avons un dernier enjeu sur cette question de confiance, c'est que le dispositif qui soit mis en place soit pérenne, soit durable et puisse répondre non seulement aux risques d'aujourd'hui, mais aux risques qui vont venir. Et à titre d'exemple, je travaille en ce moment sur l'informatique quantique. J'ai une mission qui m'a été attribuée par le Premier ministre pour mettre en place un plan national sur l'informatique quantique. Et c'est vrai que ces nouveaux ordinateurs qui vont arriver d'ici 5-10 ans présentent des risques en termes de souveraineté, en termes de sécurisation de nos communications, de nos protocoles. Et il faudra aussi penser à que le dispositif qu'on met en place aujourd'hui puisse résister au fait que peut-être les États-Unis, la Chine auront un ordinateur quantique dans 5-10 ans et peut-être que nous, pas encore. Donc il faudra qu'on ait des protocoles de cryptographie post-quantique, comme on les appelle, qui puissent résister à ce type de nouvelles technologies. Et ce n'est qu'un exemple. Il faut qu'on ait cette vision prospective pour balayer les risques qui peuvent arriver dans les années à venir. Donc voilà un peu le cadre, je ne veux pas être plus longue parce que les spécialistes sont dans la table ronde qui vient et j'ai hâte d'entendre un peu leurs conclusions et ce qu'ils peuvent apporter au débat. Merci beaucoup et bonne journée.